Bon, bah écoutez, bienvenue pour ce 23e séminaire d'anthropologie clinique en construction. Je sais que Nicolas voudrait peut-être intervenir pour présenter euh, Michel Génard. Je ne sais pas si elle est arrivée. Peut-être tu peux mettre ton micro. Je ne vois pas Michel Génard dans les participants. Mais je sais que Nicolas voulait la présenter. Nicolas, ton micro est coupé, hein. Si tu parles et que tu coupes ton micro, on ne t'entend pas. Voilà. Je voulais juste dire deux mots de Michel. C'est le dit en cours de route. Ben, comme ça, tu continueras. On dira que j'en ai dit deux mots. Donc, Michel Génard est une docteure en philosophie, psychothérapeute, qui est vraiment, je crois, l'héritière et fait valoir l'héritage de Scott de l'anthropopsychiatrie. Hein. Autant, je dirais, Jean-Louis Fess euh, situe bien l'anthropopsychiatrie d'un point de vue épistémologique, comment elle s'est construite. Et elle continue maintenant à voir comment les quatre grandes dimensions anthropopsychiatriques de l'anthropopsychiatrie, qu'est-ce qui signifie d'un point de vue phénoménologique. Elle a beaucoup traduit Weizsäcker, elle connaît très bien Wittgenstein, elle a beaucoup écrit. Donc c'est quelqu'un de remarquable. Je suis content si elle peut s'associer à nos travaux et y apporter vraiment une grande contribution. J'aurais bien aimé qu'elle soit là ce soir parce qu'une des questions peut-être que tu vas aborder, il y a quatre vecteurs. Est-ce que ces quatre font système? Est-ce qu'on peut en penser d'autres? Voilà une question extrêmement intéressante et elle a sûrement quelque chose à dire. Bon, voilà, je voulais juste vous avertir de sa venue prochaine. Merci beaucoup. Ok, bah écoutez, c'est parti. Donc, j'ai un texte, j'ai quelques diapos à vous passer, mais je ne vais pas vous embêter trop avec ça, mais enfin, il y a quelques petits schémas qui méritent, c'est plus facile de les avoir à l'écran en même temps qu'on parle. Pour vous, ça sera plus simple. Bon, allez, c'est parti. Bien, donc anthropologie clinique en construction, c'est le titre de notre séminaire. Ça implique à la fois un projet plus ou moins défini, un horizon toujours présent et toujours à distance, un processus de construction, c'est-à-dire fait d'agencement, d'assemblage de matériaux, processus de construction qui suppose des étapes. Ces étapes sont conditionnées par des besoins à la fois internes, un désir qui pousse à produire une formalisation de l'état de la pensée, mais aussi externe, une opportunité institutionnelle, un moment qui appelle à une expression publique, par exemple. Souvent, les deux systèmes de contraintes aboutissent à stabiliser un état intermédiaire de la pensée qui n'est pas pleinement satisfaisant, mais qui reste suffisant pour le palier de l'étape à laquelle on se trouve. Ainsi, à la première étape où il s'agissait avec Nicolas Duru de formaliser nos réflexions autour de l'anthropologie clinique, nous avions, à partir de constats sur l'état de la clinique psychopathologique et thérapeutique, je rappelle un peu nos constats, hein, fragmentation, hyperspécialisation, fonctionnalisme médical, concurrence des modèles, etc. Euh, C'était assez clairement défini dans notre projet. Et on avait proposé, à la suite des travaux de Nicolas sur l'anthropologie clinique, et notamment sa réflexion autour de l'articulation des pratiques thérapeutiques et leurs fondements épistémologiques et herméneutiques, de construire un espace théorique favorable à une enterre, voire à une transdisciplinarité. Rappelons que cette démarche était envisagée comme une possibilité de faire dialoguer différents modèles cliniques par une clarification épistémologique des méthodes thérapeutiques. Il s'agissait pour Nicolas d'évaluer par une double approche scientifique et herméneutique, d'évaluer les valeurs et les croyances engagées dans les pratiques thérapeutiques. L'objectif étant de construire une science clinique autonome, capable de traiter la souffrance psychique tout en évitant les réductionnismes nosographiques ou les dérives de certains constructivismes sociaux. Prolégomène à notre esquisse ou anthropologie clinique de Nicolas était déjà une tentative d'intégration des dimensions individuelles, sociales et scientifiques dans le champ thérapeutique, en privilégiant l'unicité du patient et la pluralité des approches psychothérapeutiques. La première étape fut la... Alors, je sais pas, je vais peut-être épingler ça.
La première étape fut la publication dans Psychiatrie, sciences humaines et neurosciences en 2015 de 2 articles intitulés Esquisses d'une anthropologie clinique 1 et 2, et donc des articles qu'on avait publiés avec Nicolas. Et ça constituait à la fois un prolongement et un approfondissement de la démarche qu'il avait entreprise déjà à Lausanne, par l'intégration de l'anthropologie comme discipline scientifique à l'édifice existant. Donc l'intégration de l'anthropologie, c'est un peu l'apport que j'ai fait dans cette contribution, dans cette aventure, on va dire aventure. Dans cette esquisse, nous proposions à la suite de l'anthropopsychiatrie de Jacques Scott une structure anthropologique et clinique de l'humain qui postulait 2 choses. La première, que l'on pouvait envisager la totalité des phénomènes psychopathologiques à partir de 4 catégories de manifestations, rappelons-les, humeur, perversion, névrose, psychose, et que ces 4 catégories sont coprésentes et articulées en une seule structure. Et la deuxième, alors peut-être je pourrais vite fait partager un petit schéma, hop, partager pour rappel. Hein. Les participants peuvent voir, c'est une bonne nouvelle, voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, ce sont les 4 catégories psychopathologiques qui étaient le point de départ par déduction des dimensions anthropologiques. Donc le point de départ, c'est l'observation clinique, et en suivant cela la tradition freudienne où l'expression pathologique permet, par le grossissement du phénomène, de saisir le fonctionnement normal où il trouve son origine. Pour la partie psychopathologique, donc les catégories, hein, c'est des catégories de manifestations, il n'y a pas beaucoup de discussion dans la mesure où, quelles que soient les différentes approches, modèles cliniques, épistémologie médicale, psychothérapeutique, etc., ces catégories, dès lors qu'elles sont envisagées comme des abstractions qui concernent des manifestations, ne posent guère de problème. D'aucuns peut avoir l'intuition dans sa pratique clinique ou dans sa vie quotidienne de rencontrer des manifestations qui relèvent de ces 4 catégories. Les questions apparaissent dès lors qu'il s'agit de poser un diagnostic à partir de modèles cliniques différents. Là, les querelles peuvent aller bon train. Querelles qui, à la réflexion, n'ont guère de sens dans la mesure où l'interprétation même des signes cliniques qui servent au diagnostic dépendent de systèmes qui ne sélectionnent pas les mêmes faits et ne leur attribuent pas les mêmes valeurs. Les questions importantes se trouvent plutôt dans la cohérence et la pertinence du diagnostic au regard du modèle utilisé et surtout, quelles conséquences éthiques et pratiques ce diagnostic aura pour le patient et son entourage, ainsi que pour l'action thérapeutique qui en découlera. En revanche, pour la partie anthropologique, des questions se posent. Que veut dire dimension dans ce montage théorique? De quoi parle-t-on dans l'emploi de ce terme? Et puis la question ontologique imparable, mais où existent ces dimensions? C'est à ce travail d'approfondissement de cet élément central de l'anthropologie clinique que cette séance est consacrée. Finalement, en tentant de préciser cette notion, c'est l'ensemble du schéma de la structure de l'humain dans la perspective de l'anthropologie clinique qui devrait gagner en clarté. Il y a différentes approches du fait humain en anthropologie. De la même manière, pour la part psychopathologique, l'anthropologie clinique que nous construisons ici s'étaye sur la tradition scotozondienne. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire un choix pour l'anthropologie. Et donc, pour l'anthropologie et l'approfondissement de cette dimension, c'est l'anthropologie sémiotique dont le chemin s'est ouvert à partir des travaux transdisciplinaires de Jean Lassègue, Victor Rosenthal et Yves-Marie Visetti, qui sont respectivement philosophes et anthropologues, psychologues et linguistes sémanticiens. Pardon. Je vais me reprendre sinon Yves-Marie. Donc la particularité de ces 2 modèles, que ce soit le modèle de l'anthropopsychiatrie ou le modèle de l'anthropologie sémiotique, c'est qu'ils permettent facilement le dialogue entre les disciplines et favorisent la transdisciplinarité.
L'anthropopsychiatrie offre un système à la fois structuré et structurant par sa structure, donc, mais ouvert, euh, pardon, à la fois structuré et structurant pour appréhender l'infinie diversité des phénomènes cliniques, un système nosologique clos par sa structure et ouvert par la dynamique permanente des transformations continues qui s'opèrent à l'intérieur. Donc c'est à la fois un système clos, structurant, structuré, mais aussi constamment ouvert sur l'ensemble des dimensions humaines, à la fois extérieures et à la fois intérieures. En faisant le choix d'appréhender le fait humain par cette propriété de l'humain d'habiter et d'être habité par un monde de sens, l'anthropologie sémiotique a cette capacité de pouvoir traverser toutes les disciplines des sciences humaines. Cette caractéristique commune de l'anthropopsychiatrie et de l'anthropologie sémiotique, à offrir des modèles à fort pouvoir intégratif, correspond bien au projet de l'anthropologie clinique d'être un lieu épistémologique possible pour des interdisciplinarités dans les pratiques psychiatriques et psychothérapeutiques. Alors, anthropologie sémiotique, de quoi parle-t-on? Les dimensions anthropologiques dont il est question dans notre schéma de la structure seront donc pensées à partir d'une anthropologie sémiotique. Il n'est pas aisé de présenter et encore moins de définir l'anthropologie sémiotique à partir des trois auteurs qui en sont à l'origine. En effet, à part un texte programmatique publié en 2009 dans la revue L'Homme, il n'existe, à ma connaissance, nul travail collectif qui les réunirait et proposerait un modèle unifié de l'anthropologie sémiotique. Les travaux nombreux qu'ils ont produits sont soit individuels, soit une écriture à deux voix, la plupart du temps des textes de Rosenthal et Visetti. D'ailleurs, il n'est pas impossible que l'anthropologie sémiotique pensée comme champ unifié ne soit que le fruit de mon imagination. En effet, pour moi, la conjonction des travaux de Lasek sur la philosophie de Cassirer sur les formes symboliques, le travail de Rosenthal sur la voix intérieure et celui de Visetti sur les formes sémantiques forment un ensemble articulable, cohérent et pertinent d'une très grande puissance pour l'anthropologie. La culture comme mode de donation de sens, introduisant une distinction et un rapport entre signification et sens, et l'instance du langage incarné comme lieu de cette articulation par la parole que l'on s'adresse à soi-même, fournissent ensemble une base épistémologique cohérente pour appréhender le fait humain qui résout un grand nombre de disjonctions, comme par exemple corps-esprit, nature-culture, individu social, dedans-dehors, institué-instituant, structuré-structurant, déterminé-déterminant, transcendance-immanence, etc., etc. J'aimerais proposer aujourd'hui un schéma qui représente l'intuition de ces dimensions anthropologiques à partir d'un sens qui serait un humain, envisagé comme sujet de l'énonciation, c'est-à-dire un sujet capable d'interpréter et d'exprimer. Autrement dit, de donner du sens à son expérience d'être vivant et de produire des énoncés à propos de son expérience. Alors, voyez ce qui se passe, il ne se passe pas. Alors, Michel Génin est dans la salle d'attente. Hop, hop. Voilà, et donc si je fais ça, voilà le petit schéma que je voulais vous proposer pour réfléchir ce soir. Voilà. Bon, c'est un joli diagramme. Il y a quelques éléments. Chacun sont d'une densité épistémologique assez lourde. Et on va, lors de cette séance, examiner chacun de ces éléments du diagramme et de voir comment ça s'organise pour ces dimensions anthropologiques que nous venons de voir ici. Je vous les remets rapidement. Esthétique, technique, éthique, ethnique. Donc ce diagramme, dimension anthropologique, le carré bleu, la petite piscine là, eh bien c'est une dimension anthropologique, mais on pourrait en mettre quatre comme ça, les unes à côté des autres. C'est le fonctionnement de cette dimension anthropologique dont il est question ici. Alors regardez bien ce schéma en tête, je vais vous l'enlever. Hop, voilà.
Donc, dans ce schéma, on a à la fois des champs de formes symboliques auto-organisés en systèmes complexes dans un ensemble culturel donné. Bon, on va s'expliquer. Un sujet de l'énonciation qui est doté d'un système pulsionnel et d'une voix intérieure, d'un entour sémiotique auquel ce sujet de l'énonciation est au centre, et puis des agencements sémiotiques d'énonciation pour lequel le sujet va être relié par la question du désir, et on va voir comment on appréhende tout ça. Donc, nos quatre dimensions anthropologiques, esthétique, technique, éthique et ethnique, sont envisagées comme des champs, qui est à entendre ici comme des espaces ouverts où différentes formes symboliques, langage, mythe, science, art, technique, politique, économique, droit, système de parenté, filiation, alliance, etc., définis à partir de Cassirer comme des médiations entre les expériences sensibles et leur signification. Elles s'auto-organisent au travers de couplages dynamiques selon les lois qui régissent les systèmes complexes. Le champ est à appréhender ici de facteurs phénoménologiques comme un espace dans lequel les phénomènes apparaissent à la conscience. Comment fonctionnent les formes symboliques selon Cassirer? Donc Jean Lassègue reviendra, il avait déjà fait un exposé, mais il reviendra nous en parler, mais cette fois-ci dans la perspective qu'on décrit là, des dimensions anthropologiques. Il nous en parlera plus en détail de comment Cassirer aborde les formes symboliques. Mais pour citer Lassègue, à chaque fois qu'une pratique humaine devient un enjeu social, elle s'autonomise au travers d'une forme symbolique qui permet l'accès au sens en assurant la cohérence réciproque entre signification et cadre d'interprétation. C'est comment on passe du signe au sens. Ainsi, les formes symboliques n'existent qu'au sein de rapports historiques où elles se transforment mutuellement. Ce sont des modalités d'institution de valeurs collectives, qu'elles soient langagières, pratiques, sociales, éthiques, esthétiques, mythiques, religieuses, scientifiques, politiques, économiques ou techniques. Cette reprise de l'héritage de Cassirer dans la perspective de l'anthropologie sémiotique permet d'envisager de reprendre à nouveau frais une diversité d'objets anthropologiques. Alors, pour tenter d'en définir la notion, commençons par dire ce qu'une forme symbolique n'est pas. En quelques mots, une forme symbolique n'est ni un cadre théorique ou un discours sur une activité, par exemple. Ce n'est pas non plus une connaissance, un savoir. Par exemple, le darwinisme, pour l'objet évolution des espèces, n'est pas, au sens de Cassirer, une forme symbolique. Même si tout cadre épistémologique, comme le darwinisme ou la psychanalyse, par exemple, lacanienne, freudienne, peu importe, peut participer à une forme symbolique, mais elle n'est pas une forme symbolique en tant que telle. Ce qui apparaît plus profondément à travers la forme symbolique, c'est son pouvoir instituant. Pouvoir instituant qui fonde une certaine façon de produire de la signification et d'appréhender par ce moyen des objets et des interactions qui n'auraient pas eu d'existence déterminée autrement. Donc c'est à la fois la forme symbolique qui permet la production de signification et en même temps, elle propose le cadre pour interpréter ces significations. Il y a une cohérence entre la modalité de production des significations et le cadre d'interprétation. Donc cette première approche de ce qu'elles ne sont pas va permettre de commencer à envisager ce qu'elles sont. Comme Cassirer n'a pas approché la notion d'une façon définitoire, les définitions se construisent plus par petites touches successives que par de grands blocs sémantiques finis et complets. Nous ne pourrons pas reprendre tous les éléments que développe Lassègue dans l'ouvrage qu'il a consacré à Cassirer, où il caractérise la notion de forme symbolique. Cependant,
remarquons ce sur quoi l'anthropologie sémiotique insiste et qui tient au caractère éminemment instituant des formes symboliques. La forme est dite symbolique parce qu'en se pliant à l'exigence d'une norme, elle institue un champ dans lequel le rapport entre signification et sens manifeste une modalité particulière de la productivité des formes, formes de signification, formes d'interprétation, etc. Dès lors, les symboles d'un champ donné apparaissent comme l'incarnation de ce rapport instable par nature entre signification et sens. Casserer introduit cette distinction entre avoir une signification et faire sens. Hein? Et pour ça, il nous faut évidemment un cadre d'interprétation pour que ce qui a une signification puisse faire sens dans un contexte donné. Casserer envisage les formes symboliques comme des passages obligés qui visent à stabiliser des valeurs associées à des objets de transaction socialement reconnus et collectivement partagés. Ces formes symboliques fonctionnent dans une dimension anthropologique comme un système complexe. Alors, système complexe, on va se redonner quelques points de repère. J'imagine que tout le monde a un petit peu des choses en tête, mais on va le considérer comme un ensemble de systèmes en interaction, dont les interactions locales entre ces différents systèmes font émerger des propriétés globales non prédictibles à partir des caractéristiques individuelles de ces différents systèmes. Donc, ces systèmes se distinguent par l'émergence de comportements ou de structures cohérentes qui ne peuvent être expliquées uniquement par l'analyse des parties isolées. Si on prend l'exemple de notre situation géopolitique très bousculée ces derniers temps, et si on considère la géopolitique actuelle comme un système complexe, donc constitué de nombreuses entités géographiques, économiques, politiques, militaires, etc., il n'est pas possible d'expliquer la situation actuelle juste par la psychopathologie de Donald Trump, Vladimir Poutine ou Benjamin Netanyahou, même si la tentation est grande. Ni d'ailleurs par aucune réduction factorielle, comme par exemple la lutte pour l'appropriation des ressources, la crise démocratique, la montée des impérialismes, les algorithmes des réseaux sociaux, etc., etc. C'est-à-dire qu'un système complexe, on ne peut pas l'expliquer par une réduction factorielle à un des systèmes qui le composent. Donc si on regarde maintenant la dimension technique que nous avons proposée, en lien avec les troubles de la perversion, la dimension technique est la dimension anthropologique où se manifeste l'ensemble des phénomènes qui réalisent sous toute forme matérielle ou spirituelle la structure sémiotique élémentaire suivante. Un sujet manipule un objet pour un but. Donc ça, c'est la structure élémentaire. En sémiotique, on parle de structure narrative élémentaire, de structure élémentaire, enfin, peu importe. En tous les cas, il s'agit de la plus petite unité à la fois de signification et de modalité de sens possible, c'est-à-dire une fonction, et que cette fonction va être prise en charge dans des tas de structures narratives, de récits plus ou moins vastes, plus ou moins restreints, peu importe. Mais cette structure élémentaire va se déployer dans différents objets sémiotiques. Alors, un sujet manipule un objet pour un but, structure élémentaire de la technique, et ça, qu'il s'agisse d'un silex taillé, d'un système informatique, d'un procédé rhétorique, d'un mode d'emploi pour monter un meuble IKEA, de comportement dans une interaction ou dans un rituel social. Cette structure sémiotique élémentaire se réalise en mobilisant les formes symboliques de la technique, bien évidemment. Casserer avait posé la technique comme forme symbolique, c'est-à-dire comme façon de produire de la signification et aussi des cadres pour interpréter ces significations, tout à fait propres à ce champ de la technique, mais pas seulement.
langage, mythe, science, politique, économie, droit et même système de parenté contribuent par l'entrelac de leur interaction à mettre à disposition des formes sémiotiques, donc des petites unités de donation de sens, qui servent à donner du sens à l'expérience vécue de tout un chacun. Laseg a mis en évidence la propriété transdomaniale des formes symboliques, où des modalités de donation de sens d'une forme symbolique voient son expression se reconfigurer à partir d'une interprétation propre d'une autre forme symbolique. C'est-à-dire, c'est l'idée que lorsque on a un objet de sens qui apparaît dans une forme symbolique, eh bien, dans une autre, cet objet peut être reconfiguré dans une autre forme symbolique à partir de ses modalités propres d'interprétation et donner de nouvelles significations et de produire de nouvelles significations. Un exemple comme ça, transdomanial, que l'on reprend souvent, c'est l'idée qu'au néolithique, on a eu dans le même espace-temps à la fois la production dans le champ magico-religieux de déesses, une déesse de la fécondité, à la fois des techniques agricoles de domestication des végétaux et des animaux par sélection, à la fois dans l'art des représentations statuaires de ces divinités, des modes rituels de prière par rapport à cette divinité. Et donc, on voit que cette forme élémentaire de la fécondité va se déplacer et être reconfigurée dans différents domaines d'activité humaine avec des formes symboliques techniques, comme par exemple pour l'agriculture, de l'art, avec les représentations statuaires ou graphiques, mais aussi magico-religieuses avec les mythes et les rites qui allaient avec. Donc c'est vraiment une propriété forte des formes symboliques que les objets sémiotiques peuvent circuler d'une forme à l'autre dans cette propriété transdomaniale. On va prendre un exemple actuel. Il y a dans les réseaux sociaux une fonctionnalité qui permet de bloquer par un simple clic un correspondant sur un réseau social. Alors, cette fonctionnalité purement technique qui est liée à l'application, le fait de pouvoir cliquer et bloquer un correspondant, donc on est purement dans la technique, va devenir une pratique sociale qui consiste à cesser toute interaction de manière soudaine sans fournir d'explication. Cette pratique, qui n'est pas sans conséquence au niveau psychique, s'est répandue du fait de la matérialité qu'offre la fonction technique et le nombre immense d'utilisateurs des réseaux sociaux. Cette pratique, comme à chaque fois qu'un nombre d'agents significatifs l'utilise, lorsqu'on a un grand nombre d'agents qui utilisent une même pratique sociale, eh bien, on va avoir une inscription de cette pratique dans le langage. Et donc, il y a un terme pour ça, c'est le ghosting, un terme qui se construit à partir de l'anglais « ghost », fantôme, évoquant l'idée de disparaître sans laisser de traces. Nous retrouvons dans cet exemple simple des pratiques sociales de nouvelles modalités relationnelles dans le champ des relations amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles, qui se couplent à des formes mythiques pour justifier de ce comportement. Parce que pour justifier qu'on va ghoster quelqu'un, il faut quand même, d'un point de vue éthique, pouvoir en justifier quelque chose, quoi. En fait, c'est l'idée que pour le sujet qui ghoste, il n'y a pas d'autre choix au nom de la toxicité de la relation dont il faut se protéger. Alors, on retrouve la structure mythique de Cartman, victime, bourreau, sauveur, qui va permettre de faire l'économie de la position éthique de l'explication. On n'est plus obligé de s'expliquer et donc de rentrer dans un rapport éthique. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Et on pourrait dire que ça fait écho à une forme proverbiale de la postmodernité tout à fait répandue, qui se formule sur la fin justifier les moyens. J'utilise un procédé qui n'est peut-être pas très éthique, mais
la fin justifie les moyens. Mais le ghosting peut aussi se saisir de la nouvelle figure mythique du pervers narcissique, auquel il faudrait se protéger aussi. Figure mythique du pervers narcissique construite à partir du discours scientifique de la psychologie. Et Cassirer avait montré que science et mythe partagent des connivences, contrairement à ce que d'aucuns voudraient croire pour se rassurer. Le mythe reconfigure à son profit des énoncés de la science, et la science ne parvient pas toujours à s'émanciper de son origine mythique. Donc, forme symbolique de la science, forme symbolique du mythe, sont dans des entrelacs également d'interaction où l'infiltration de la pensée mythique dans le discours scientifique, qu'on pourrait résumer à un court-circuit de tout processus d'analyse du complexe, qui se trouve réduit, dans ces cas-là, à une causalité totalement illusoire. Et donc, on voit qu'on avait au départ une complexité du discours scientifique, et on arrive à la fin avec une causalité linéaire, illusoire, et qui prend le régime de pensée du mythe. Par exemple, l'annonce d'un diagnostic psychopathologique paraît de droit de la légitimité scientifique est un exemple récurrent de cette infiltration du mythique. C'est un malade. L'agent maladie devient une propriété de la personne souffrante, devenir une forme sémiotique à partir de laquelle la personne et son entourage vont désormais donner du sens à ses éprouvés, ses comportements et ses interactions. Dans la dimension technique, ce ne sont pas seulement les formes symboliques du langage, de la technique, de la science, du mythe, de l'éthique qui sont en interaction pour fournir des formes sémiotiques. Le droit, l'économie, la politique, le politique sont aussi présents. Songeons aux interrogations sur les régulations d'Internet qui mettent en jeu des conflits juridiques, politiques et des intérêts économiques. Ces conflits d'intérêts ne sont pas sans production d'énonciation disponible pour se reconfigurer dans un entour sémiotique. On verra tout à l'heure la notion d'entour sémiotique. L'examen de la dimension technique vaut de la même manière pour les trois autres dimensions. Certaines formes symboliques privilégiant avec le langage, qui a une place particulière parmi les formes symboliques, c'est à la fois une forme symbolique comme les autres, mais qui entretient un rapport avec toutes les formes symboliques particulières, puisque toute activité des autres formes symboliques ont toujours une inscription dans le langage et travaillent le langage d'une manière particulière. Donc, la dimension esthétique ne saurait se réduire à l'expression artistique d'une culture. Néanmoins, les productions artistiques reflètent, transmettent et transforment les valeurs, les croyances et les pratiques d'une société. Ici aussi, dans la dimension esthétique, la langue, l'économie, le politique, le religieux, la science, les mythes, bref, l'ensemble des formes symboliques telles que postulées par Cassirer sont aussi dans un entrelac de production sémiotique où la représentation, l'évocation et l'expression de l'expérience sensible seront dirigées par un rapport esthétique. Toutes les formes de travail, par exemple, de la langue orale ou de la langue écrite, poésie, littérature, etc., romans, les arts graphiques ou sonores, mais aussi les pratiques corporelles, les pratiques culinaires, l'art de vivre, la parentalité, l'artisanat, etc. On pourrait multiplier les façons de penser comment un domaine d'activité humaine peut devenir un art. C'est-à-dire une manière d'être dans les pratiques envisagées comme expérience esthétique. Les interactions avec la technique sont évidemment importantes dans les dimensions esthétiques. Toute pratique esthétique suppose des apprentissages techniques, aussi minimes soient-ils. La dimension éthique va mettre en jeu, elle aussi, l'ensemble des formes symboliques, avec, comme pour les autres, une place particulière pour le langage et une prééminence pour tous les aspects
qui règle le rapport de l'individu dans le collectif au travers de la production de principes, de normes, de codes, de lois, de règlements, etc. Prescription, proscription, on va trouver évidemment dans le langage, toutes les formes proverbiales, dans la morale, bien entendu, que cette morale soit sociale ou religieuse, et dans le droit, quelle qu'en soit sa source, là aussi, que ce soit une source parlementaire ou une source divine. Le droit a sa façon de travailler la langue, il développe une science, il a ses propres techniques juridiques, et crée aussi des rituels avec ses architectures. Il suffit d'aller dans les tribunaux pour voir comment l'architecture a son poids, et aussi créer ces ambiances avec les tenues vestimentaires, les rituels, etc. L'actualité regorge aussi d'affaires juridico-politico-médiatiques qui montrent les interactions entre ces différentes formes symboliques productrices de formes sémiotiques disponibles dans l'entour. Les affaires de corruption en sont un bon exemple. Le tous pourri, le tête haute et main propre et autres, la justice est la même pour tous les justiciables, sont des formes sémiotiques qui vont se reconfigurer dans les entours des sujets de l'énonciation, au travers de nouveaux agencements qui vont déterminer des émotions, des cognitions, des conduites, des comportements, etc., etc. On pourrait multiplier comme ça les exemples. Même fonctionnement pour la dimension ethnique, qui, nous l'avons vu, correspond à la constitution et à l'existence d'un soi-identité. Ici aussi, l'ensemble des formes symboliques participe de cette dimension politique, économique, au travers des classes sociales, des castes, des rôles et fonctions sociales, du prestige acquis ou transmis, comme dans le cas de la transmission par filiation ou alliance, l'art qui confère aussi des supports identitaires avec le rôle d'artiste. Ainsi, chaque forme symbolique propose ainsi des actants susceptibles de fournir des identités à investir pour contribuer à la constitution du soi. Juge, procureur, avocat, chercheur, professeur, footballeur, chaman, clochard. La liste est longue de figures instituées par les formes symboliques. Ainsi, chacune des 4 dimensions anthropologiques se constitue dans le couplage dynamique des formes symboliques qui se transforment et constituent les cadres d'expression et d'interprétation, les cadres qui règlent les rapports entre signification et sens. Mais ces cadres se constituent au sein d'entours sémiotiques au centre duquel se situe le sujet de l'énonciation. Sujet de l'énonciation et entours sémiotiques sont donc indissociables. Il nous faut à présent définir ces 2 nouveaux termes. Nous avons vu précédemment que tout phénomène sémiotique apparaît dans un champ, entendu ici dans sa filiation gestaltiste, phénoménologique. Envisager un phénomène dans sa dimension sémiotique revient à s'interroger sur les conditions et les processus qui unissent signe et sens. Or, tout champ sémiotique ne peut apparaître que dans une interaction entre perception et monde perçu. Sémanticien Rastic, la notion d'entour sémiotique comme monde humain est le seul monde a priori possible de manifestation de champs de sens. Je fais une petite remarque sur une autre notion sémiotique qui voudrait comme ça penser, on va dire, ce qui est autour du sujet mais qui ne soit pas le sujet, c'est-à-dire son dehors. Il y a un concept qui avait été proposé par un sémioticien russe qui s'appelle Lotman et qui proposait de penser la sémiosphère comme étant la totalité des modalités de production d'énoncés, d'expression, etc., etc., et aussi de possibilités d'interprétation. La différence qu'il y a entre l'entour et la sémiosphère, c'est que l'entour est toujours référé à un sujet percevant, que ce sujet soit réel ou fictif. On peut par exemple décrire l'entour sémiotique de D'Artagnan. On peut évidemment décrire notre entour sémiotique à chacun. L'entour est à la fois dehors et dedans, fait de saillance et de prégnance au sens de René Thom. C'est l'Umwelt de l'actant humain en situation sémiotique.
l'entour est un espace sémiotique. Et comme nous venons de le voir, l'entour doit son existence aux interactions dynamiques des formes symboliques qui sont présentes dans son espace. Alors pour un autre sémioticien qui s'appelle Jacques Fontanier, l'analyse de l'entour sémiotique comprend plusieurs éléments qui contribuent à la production de la signification et à l'interprétation du sens. Les aspects sensoriels qui participent à la construction du sens, espace physique, écologique, architecture, technologie, mais aussi des aspects météorologiques. Le fait qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il pleuve, qu'il y ait des tempêtes, etc., sont aussi des éléments de l'entour qui vont participer à la construction d'expression, mais aussi d'interprétation du sens. Deuxième élément, c'est les pratiques, les actions et les comportements, et notamment les schèmes pratiques qui structurent les interactions et permettent d'organiser, de donner du sens aux relations. Une fois reconnus, les schèmes pratiques permettent de faire des prévisions sur les comportements et les interactions futures. Autre élément, la configuration spatiale. L'organisation de l'espace et les relations positionnelles entre les éléments. Songeons par exemple au rapport centre-ville-banlieue, avec les boulevards périphériques qui parfois les séparent. Autant de supports pour donner du sens à ce ou de l'autre du périphérique. Un autre exemple, les études sur les évaluations des pratiques psychothérapeutiques avaient, il y a quelques années, montré que la distance du lieu de pratique du psychothérapeute avec le centre-ville, c'est-à-dire plus il est loin ou proche du centre-ville, sont des critères prédictifs pour la réussite de la psychothérapie. Autre dimension, dimension temporelle, les régimes temporels et la structure des instants contribuent à la signification et au cadre de son interprétation. La durée, l'instantanéité ou au contraire la lenteur, le temps qui s'arrête ou le temps qui s'accélère, etc., la durée des séquences, mais aussi les tonalités, les ambiances qui colèrent des situations spécifiques, convivialité, contexte festif, ambiance chaleureuse, glaciale, humeur dépressive, maniaque, etc., etc. Enfin, des éléments contextuels spécifiques. On peut par exemple prendre les réseaux sociaux à l'époque contemporaine, la crucifixion comme châtiment dans l'Antiquité romaine, la taille des monuments chez les Égyptiens sur lesquels il y avait les inscriptions des hiéroglyphes, comme mode d'interprétation, comme communication avec les dieux, etc., etc. Donc, il y a aussi des configurations qui sont propres à des contextes sémiotiques, dimension générale dont je vous ai parlé. Tous ces éléments construits par la dynamique des formes symboliques constituent l'entour sémiotique d'un sujet de l'énonciation. Alors, il serait légitime de se demander, avant de le définir, mais pourquoi sujet de l'énonciation plutôt que sujet philosophique, ou mieux encore, ne pas retenir le sujet de la psychanalyse, ou encore l'individu de la sociologie, ou la catégorie de la personne, utilisée en histoire, en anthropologie, en sociologie, voire même en psychologie. En fait, le choix de sujet de l'énonciation à cet endroit-là, c'est simplement pour assurer une continuité et une cohérence épistémologique avec l'anthropologie sémiotique et la question du sens. Le sujet de l'énonciation est un concept fondamental dans la théorie sémiotique de l'énonciation. Il s'agit d'une instance abstraite, responsable de la production du discours. C'est une instance implicite, c'est le producteur de l'énoncé à l'origine de l'acte d'énonciation. Ça s'inscrit dans un ancrage spatio-temporel qui correspond aux tripartitions je, ici, maintenant. Une instance implicite qui possède une dimension cognitive en tant que producteur et interprète de signification. À noter que le sujet de l'énonciation se distingue des accents de l'énoncé. Si je dis Bernard souffre, le sujet de l'énoncé c'est Bernard, le sujet de l'énonciation c'est moi.
Postuler un tel sujet présente quand même des avantages. Ça présente l'avantage de pouvoir utiliser les outils et les méthodes de la discipline sémiotique pour analyser les processus psychiques et relationnels sans avoir besoin de recourir à des modèles cliniques spécifiques. C'est un avantage pour favoriser le dialogue interdisciplinaire. Par exemple, je peux appliquer à une situation clinique les outils d'analyse sémiotique à partir d'un sujet de l'énonciation qui serait un clinicien référé à un modèle clinique. J'ai une situation clinique, je fais débuter mon analyse à partir du clinicien comme sujet de l'énonciation, donc avec ses modes de donation de sens particuliers propres à son modèle. Et donc, on va pouvoir procéder à une analyse sémiotique rigoureuse de cette situation clinique. Et puis, on peut comme ça multiplier les sujets de l'énonciation, c'est-à-dire autant de cliniciens différents. On peut analyser la situation clinique à partir d'un psychanalyste, d'un attachmentiste, d'un systémicien, etc. Et les outils de la sémiotique vont permettre de l'analyser en tenant compte de son référentiel théorique, mais avec des procédures qui sont des procédures de la discipline sémiotique. Alors, dans notre schéma, alors je vous le remontre, hein, parce que vous l'avez oublié, j'imagine. Allez, comme la matière que je vous produis là est quand même plutôt âpre, un petit rappel comme ça peut être intéressant. Est-ce que vous y voyez? Oui. Donc on a vu comment les formes symboliques se couplent, se transforment, organisent, structurent, déterminent nos dimensions anthropologiques. On a défini un sujet de l'énonciation, enfin pas encore défini, mais on lui a donné quand même des propriétés. On en a justifié l'usage. Et on a parlé également d'entour sémiotique. Hop, mettez-le en mémoire, je l'enlève. Donc, dans notre schéma, ce sujet de l'énonciation est au centre d'un entour sémiotique et d'une part doté d'un système pulsionnel et d'une voix intérieure. Alors, on va laisser de côté la voix intérieure pour l'instant et on va s'attarder quelques instants sur la relation que ce sujet pulsionnel, alors cette fois-ci de facture scotozondienne anthropopsychiatrique, entretient avec l'entour. Donc, vous avez vu que dans le petit schéma, la relation entre le sujet de l'énonciation est orientée, alors on va dévoiler un peu à l'avance, mais ce que j'ai appelé à la suite de Deleuze et Guattari, des agencements sémiotiques d'énonciation. On y reviendra avec Deleuze et Guattari, mais là c'est la question du désir qui m'intéresse. Le désir, on va l'envisager ici à partir de Zondi, et de la conception de Deleuze et Guattari, qui se distingue, comme on le sait, de la conception freudo-lacanienne, qui est structurée par le manque, désir structuré par le manque. Alors, je vais vous mettre un petit schéma aussi, bon, pour distinguer chez Zondi pulsion et désir. Hein, comment ça marche avec des oppositions simples pour aller un peu à l'essentiel. Hop, ça. Clac. Voilà. Vous y voyez? Donc, première colonne, donc, quels sont les critères qui sont pris en compte? La nature, la source, l'expression, la temporalité, la finalité. D'un côté, une colonne pulsion et de l'autre côté, une colonne désir. Alors évidemment, mon schéma est à l'appréciation et sous la réaction des éminents zondiens qui sont en assistance et qui pourront préciser, corriger et reprendre nos propos.
Bon, déjà, on peut poser que chez Zondi, le désir est à envisager comme actualisation des pulsions dans l'existence. Donc, pulsion, force brute, inconsciente, désir, forme élaborée, partiellement consciente. Source, hérédité généalogique, ça c'était chez le premier Zondi. On sait que pour les suivants, et je pense à toute la tradition qui suit Jacques Scott et Jacques Scott, on a introduit les fantasmes originaires comme étant la source des pulsions zondiennes. Du côté du désir, la source, c'est l'interaction pulsion-fantasme. Du côté de l'expression, pour la pulsion, c'est l'expression des facteurs pulsionnels. Donc, je ne vais pas m'attarder. Il y a déjà eu des exposés. Antoine a fait des exposés là-dessus. Jean-Louis Feix a fait des exposés aussi. Dominique Régnier en a fait aussi. Donc, je ne vais pas m'attarder sur vecteur, facteur, tendance chez Zondi. Simplement pour ceux qui prennent le séminaire en route, c'est le soubassement des catégories de manifestations psychopathologiques du schéma que je vous ai passé tout à l'heure. On avait fait un petit schéma intermédiaire avec Nicolas. Les vecteurs pulsionnels étaient ici décrits étaient projetés sur les quatre dimensions anthropologiques et les manifestations psychopathologiques avec un vecteur pulsionnel du rapport aux objets, du rapport au corps propre, du rapport à autrui et au collectif, du rapport à soi, à l'autre et au monde. Donc en fait, les vecteurs pulsionnels, contact, paroxysmal, schizoïde et ça y est, il m'en manque un. Je vois bien que vous voulez m'aider, mais comme vous avez les micros coupés. Bref, les vecteurs pulsionnels correspondent à ces catégories. On est raccord avec ça. C'est le complexe de l'interro écrite. Ok, temporalité cyclique du côté des pulsions, hein, et Scott, avec la question des circuits pulsionnels, avait bien montré comment on passait d'une position à l'autre, d'un vecteur à l'autre, etc., en fonction des différentes positions, des différents facteurs. Donc oscillatoire, hein, cyclique. Du côté du désir, on est du côté linéaire d'un rapport direct et d'une trajectoire de vie. La finalité pour la pulsion, c'est satisfaction immédiate. Chez Zondi, le désir, c'est la réalisation d'un destin. Alors, je vais couper ça. Hop. On pourrait dire que chez Zondi, le désir émerge dans son articulation aux pulsions à travers, d'un côté, le choix pulsionnel, avec ses trois possibilités, acceptation, refoulement ou ambivalence. Euh, et ça apparaît évidemment nettement dans le test de Zondi avec les photographies, où le sujet va sélectionner ou refuser certaines photographies. Donc, choix pulsionnel d'un côté et fantasme de l'autre comme médiation symbolique, chez Zondi, qui structure les pulsions en scénario désirant. Le désir n'est pas pur surgissement de la pulsion, mais articulé dans la phrase du fantasme. Alors, j'ai lourdement insisté sur phrase du fantasme, parce qu'évidemment, on est directement connecté à la sémiotique avec cette formulation-là. Parce que cette structure narrative du fantasme, comme médiation chez Zondi, alors on va dire le mot, sémiotique en fait, hein, comme structurant le système pulsionnel au travers du désir, c'est vraiment intéressant à plusieurs niveaux pour l'anthropologie clinique, parce que ça assure la jointure entre l'anthropologie sémiotique et l'anthropopsychiatrie. Mais aussi, ça introduit à l'objet du désir qui n'est plus
le petit objet A lacanien du manque, mais un agencement dans cet entour pour pouvoir penser le fantasme. Donc, agencement sémiotique qui va nous introduire directement aux agencements collectifs d'énonciation de Deleuze et Guattari. Alors, le petit glissement lexical de agencement collectif d'énonciation ou agencement sémiotique d'énonciation, ça ne relève pas de la coquetterie lexicale pour des questions de démarcation de filiation des modèles, hein, mais ça se justifie directement dans les travaux de Deleuze et Guattari. Ils ne font que parler de sémiotique, constamment, constamment, constamment. Collectif, ça a à voir avec les projets politiques, avec le contexte sémiotique du moment. Hein, on est dans les années, fin des années 60-70. Et donc, le projet politique chez Deleuze et Guattari est vraiment au centre. Et le terme de collectif a, à mon avis, pris le pas sur d'autres termes. Donc, pour la cohérence du modèle de l'anthropologie clinique, c'est-à-dire anthropologie sémiotique et anthropoclinique, je préfère penser cet objet du désir dans la filiation Deleuze-Guattari comme un agencement sémiotique d'énonciation. Pour Deleuze et Guattari, le désir et l'agencement collectif d'énonciation sont intrinsèquement liés dans une dynamique de production. Chez eux, le désir n'est pas une quête individuelle ou un manque, mais une force créatrice qui s'inscrit dans des agencements collectifs. Ces agencements sont des ensembles de relations entre des éléments hétérogènes, corps, idées, objets, affects, et on voit bien avec cette succession d'éléments qu'on recoupe complètement les éléments que la sémiotique a mis en évidence pour caractériser l'entour. Donc, ces ensembles de relations entre ces éléments hétérogènes, ce sont ceux qui produisent du sens et de la réalité pour le sujet. Le désir opère toujours au sein de ces configurations en les traversant et en les transformant. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'entour qui viendrait se proposer comme objet de désir pour un sujet de l'énonciation, mais une activité du sujet de l'énonciation qui reconfigure dans l'entour sémiotique ces agencements qui vont mettre en branle ce que Deleuze et Guattari appelaient machine désirante, et que nous, on se contentera de dire désir au sens ondien. Donc, on voit bien que l'agencement collectif d'énonciation dépasse la logique du sujet individuel. Il est le produit d'interactions entre des groupes, des milieux et des flux de signification et de sens. Les énoncés ne proviennent pas d'un sujet isolé, mais d'un réseau collectif qui articule des régimes de signes et des processus de subjectivation. Ainsi, le désir est à la fois conditionné par ces agencements et capable de les reconfigurer. Ici, donc chez Deleuze et Guattari, le désir est toujours social et collectif, inséparable des agencements dans lesquels ce désir s'inscrit, tout en étant une force motrice qui façonne ces mêmes agencements. Le désir produit l'agencement sémiotique d'énonciation en reconfigurant au sein de l'entour sémiotique les signes et leur signification. La question qui se pose alors est par quelle instance le désir configure ces agencements? Et donc, on va introduire le dernier élément de notre schéma. Nous postulons que c'est l'instance de la voix intérieure décrite par Victor Rosenthal qui fait ce travail de configuration, reconfiguration. Alors, qu'est-ce que la voix intérieure pour Victor Rosenthal? Donc, Victor Rosenthal a accepté de venir présenter son travail lors d'un prochain séminaire. On n'a pas encore fixé la date, mais nous pouvons reprendre pour les besoins de notre exposé comment il conçoit cette instance de la vie psychique de façon très synthétique. Alors, je vais prendre directement Rosenthal dans le texte. Ça sera encore mieux que mes reformulations. Elle manque encore au tableau anthropologique de l'homme la dimension sémiotique des pratiques humaines et la dimension expressive de toute forme d'expérience. On a voulu imaginer dans cet article
l'institution de la vie psychique à partir des dynamiques sémiotiques et expressives qui traversent et organisent la vie humaine. Il a fallu pour cela construire un objet inédit d'enquête anthropologique qui recouvre un ensemble de phénomènes, par ailleurs, intuitivement familiers à tous. Il est très vite apparu au cours de cette enquête que le périmètre de ce que nous avons appelé la voix intérieure dépasse de loin ce qui aurait pu relever d'une simple modalité d'usage de la parole et que cette voix est devenue une véritable institution de la vie humaine et à ce titre un vecteur et un régulateur de la vie psychique et sociale. Sans chercher à récapituler l'argumentation présentée au fil de ces pages, on rappellera que la voix intérieure joue à la fois l'agent du collectif et au fondement de l'individuel. Elle est au fondement de l'individuel en tant que sa voix intime et son porte-parole incommode. Et elle fait l'agent du collectif puisqu'elle emploie la langue commune avec tout ce qu'elle charrie du répertoire normatif, prescriptif, symbolique de la culture. Cette dualité fonctionnelle comme agent du collectif et vecteur de l'individualité place la voix de l'intérieur au cœur de l'articulation du social et de l'individuel. Et elle institue cette forme de profondeur et de recul face au flou du monde que nous appelons intériorité ou vie psychique. Donc ça, c'est un texte que Rosenthal a écrit en 2012. Et ensuite, il a écrit un ouvrage où il a développé ça de façon beaucoup plus précise. Donc si on reprend un petit peu les différents éléments de la voix intérieure et les fonctions, quel rôle essentiel elle a dans la vie psychique? Premièrement, le dialogue avec soi-même. La voix intérieure permet d'entretenir un rapport dialogique avec soi-même, créant une dualité où l'individu est à la fois le locuteur et l'auditeur. Cela permet de réfléchir, délibérer, de se conseiller, etc., etc. Oui, je ne l'ai pas redit là dans la première introduction parce qu'il n'en parle pas dans ce passage, mais il faut bien voir que la voix intérieure, ce n'est pas simplement comment dirais-je, une activité spirituelle. L'appareil phonatoire est mobilisé lorsqu'on se parle à soi-même. C'est-à-dire que ce que montrent les neurosciences, c'est que ce n'est pas juste des pensées. C'est vraiment une parole au sens où la phonation est mobilisée avec toutes ces dimensions physiologiques et neuronales. Donc, première chose, dialogue avec soi-même. Deuxième chose, instance morale. On pourrait dire instance éthique au sens où elle assume une dimension morale en permettant à l'individu de se juger, de se féliciter ou de se condamner. Ce dialogue intérieur est crucial pour la formation de la conscience et de la responsabilité personnelle. Ensuite, Rosenthal prend une métaphore à partir de Lewis Carroll. Il parle de l'atelier d'Alice. Et il nous dit, la voix intérieure sert de médium pour répéter, réviser, expérimenter des éléments normatifs, prescriptifs, symboliques de la culture. Elle permet de consolider, transformer, créer des variantes de ces éléments, facilitant ainsi l'apprentissage et l'innovation. Et donc, on voit bien qu'avec cette fonction-là d'atelier d'Alice, comment la voix intérieure reconfigure dans l'entour sémiotique les agencements collectifs sémiotiques d'énonciation, dont parle Deleuze et Guattari. On voit bien que c'est ce travail de reformulation à soi-même de ces éléments de l'entour qui les reconfigure dans les interactions, évidemment, avec les autres éléments de l'entour. Vecteur de l'individualité, en utilisant la langue commune, la voix intérieure aide à intégrer les normes sociales tout en permettant à l'individu de développer son autonomie et son regard personnel. Régulation de la vie psychique, elle joue un rôle dans la régulation des émotions, des conflits internes et des aspirations, en offrant un espace pour exprimer et gérer ces aspects de la vie psychique. En fait, c'est une institution de la vie humaine au sens où Rastier parlait tout à l'heure d'Umwelt, c'est-à-dire cet entour proprement humain fait de signification et de sens. Et on voit bien comment la voix intérieure, en faisant ce travail permanent sur la langue qu'elle prélève et qu'elle saisit dans l'entour et qu'elle retravaille
euh, inlassablement en se parlant à soi-même, comment elle est à la fois un régulateur de la vie psychique et sociale. Elle permet de prendre du recul par rapport à l'actualité et de structurer la pensée. Ces différents rôles montrent que la voix intérieure est bien plus qu'une simple modalité de la parole. Elle est fondamentale pour la construction de l'identité, l'éthique et la vie psychique de l'individu. Alors pour finir, j'ai un petit truc à vous proposer. Je voudrais, je voudrais vous passer un petit extrait d'une série télévisée française qui connaît un très très grand succès, y compris international, et qui illustre complètement l'ensemble de mon propos, notamment parce qu'elle s'appuie sur la mise en scène de la voix intérieure. Hein, c'est-à-dire que c'est un procédé narratif dans le cinéma qui est bien connu, hein, d'utiliser la voix intérieure, mais là, c'est pas simplement un petit procédé stylistique, c'est véritablement le pilier rhétorique de toute la construction de cette série. La voix intérieure est vraiment le pilier central de la construction des narrations de cette série. Alors, ça va très très vite, je ne vais pas vous en passer beaucoup, mais si vous êtes attentif, vous devriez retrouver à peu près tous les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, c'est parti, et puis après on discute. Partager, hop, hop, hop. J'avais envie de parler à personne. Donc j'ai appelé personne. En 3 minutes, j'allais avoir 40 ans. J'arrivais pas à y croire, mais en même temps, je scrolle plus longtemps quand je dois renseigner mon année de naissance sur un site. Je dis non, pas de café après 16 heures, après je dors plus. Ah non, je fais pas de mélange. Si je fais une nuit blanche, c'est mort pour une semaine. J'ai loin de mon téléphone pour lire un message. Mon médecin m'a dit. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète. Hein. Pourquoi j'ai quoi? Vous avez 40 ans. Petite merde. Quoi? Non, je dis, vous avez 40 ans. Ok. Petite merde. Ouais. Je suis plus vieux que les jours de foot. One More Time des Daft Punk à 21 ans, Jurassic Park à 29 ans et les Simpsons ont 33 ans. Ma dernière playlist n'a pas bougé depuis 7 ans. Je vais faire pipi avant de me coucher parce que je suis prévoyant. Pour un caddie au supermarché, parce que je suis prévoyant. Et j'ai un peu de temps. J'ai différents types de piles rechargeables et les chargeurs qui vont avec parce que je suis prévoyant. Je reconnais plus les meufs que j'ai draguées sur Facebook parce qu'elles ont changé de nom depuis leur mariage il y a 10 ans. Martine Dusselier? Ça fait 30 ans qu'on se connaît avec mon meilleur pote Ben. Entre regarder un nouveau film et un film que j'ai vu plusieurs fois, je regarde celui que j'ai vu plusieurs fois. Les références sont trop vieilles. La moustache à Hulk Hogan. Cri d'amour. Clac, clac. Et t'es né en quelle année? Moi, je suis né en 2007. On me dit, il y a une application qui est trop bien. Je réponds, ah non, moi j'ai déjà Instagram, ça me suffit. Hein. J'ai rigolé devant un comique qui imitait un jeune. Elle fait quoi ce truc qui nous avait cook? Eh ouais, je sais déjà, t'es trop le compte. Maintenant, je fais du CBD et je dis aux autres que ça défend vraiment. Ça détend vraiment. Je pique du nez devant le film et je le regarde en 3 soirs. Le truc flippant, c'est que j'étais à la moitié de ma vie. J'étais plus vieux que mon père quand il m'a eu. Si on était au Moyen-Âge, je devrais déjà avoir 8 enfants en train de me demander de partager toute ma sagesse. Mais au lieu de ça, j'étais tout seul chez moi. J'ai voulu souffler la bougie, mais elle s'est éteinte toute seule. Voilà, ça va vite, hein. Mais il y a vraiment, vraiment tout ce que je vous ai raconté là-dedans. Je n'en ferai pas l'analyse là. Je n'ai pas eu le temps de le faire et puis ça prendrait du temps et je pense que je vous ai bien assommé avec ce discours un peu dense quand même. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse discuter de tout ça. Catherine, oui, tu as coupé ton micro. Non, je l'ai ouvert. Non, tu as ouvert ton micro, oui, c'est ça. Mais juste pour être là. J'ai pas, je laisse les autres parler. Je voulais juste saluer Michel Génard, qui j'ai le plaisir à retrouver sur l'écran après bien, bien longtemps. Voilà, mais à vous. Pour moi, je suis quand même très nouvelle dans ce sujet. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai joint, pour m'apprivoiser.
Donc, je suis apprivoisée encore. Il faut que je travaille encore un tout petit peu plus. Moi, je profite alors de l'arrivée de Michel. Bonsoir Michel. Avant que tu arrives, je t'ai juste présenté, disant que peut-être tu serais parmi nous ce soir, en te présentant comme vraiment, je crois, l'héritière et la personne qui met l'héritage en richesse de l'anthropopsychiatrie. Euh, pour les personnes qui ne savent pas très bien encore ce qu'est l'anthropopsychiatrie et ces 4 enjeux existentiels dont on a parlé ce soir, je renvoie à l'article que tu as écrit et que vous pouvez vous renseigner auprès de Serge, que je donnerai, que tu as écrit sur vulnérabilité. Ça s'intitule Existence incarnée, une vulnérabilité créatrice. Tu expliques bien comment on tombe malade parce qu'on est vulnérable dans notre condition, mais c'est aussi en même temps une chance de créer quelque chose. Bon, je te remercie d'être là et Merci puis Nicolas, merci. bienvenue parmi nous. Et excusez-moi pour le retard, j'avais mal noté l'heure. Bienvenue. Merci, merci. Bon. Est-ce que vous voudriez dire un mot sur l'anthropopsychiatrie de Scott pour les quelques nouveaux qui n'auraient pas quelques références à ce sujet? Bah, je vous prends un peu comme ça au dépourvu. Oui, alors. c'est un peu Un peu brut, gênant. là, oui. Non. Comme ça, c'est un peu trop vite. Je ne vais pas y arriver comme ça tout de suite. Ok, pas de souci. C'est autant pour moi. Je suis désolé Oui. de vous mettre dans l'embarras. Mais peut-être dans le fil de la discussion, il y aura peut-être des choses qui pourront peut-être éclairer. euh, Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et effectivement, peut-être que l'anthropopsychiatrie est peut-être pas. Quoique. Est-ce que quelqu'un ne connaît absolument rien à l'anthropopsychiatrie dans cette assistance? Est-ce que je dirais oui? Je crois que je dois dire oui. Je crois, parce que les échanges qu'on avait eus étaient dans d'autres sujets. Mais donc, moi, je suis toute partante pour en entendre plus. C'est pour ça que je suis là. Mais c'est pas être, y a pas que ce soit à la minute, mais disons que je vais être très intéressée par l'article aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour préciser des choses ou des commentaires ou des remarques à propos de cet exposé? Ça vous a plu, mon petit extrait de vidéo? C'est sur les suggestions de Jonas Roisin, en fait, qui est parmi nous et qui m'a dit il y a quelques jours, ah, c'est incroyable, cette série, c'est vraiment la voix intérieure et puis tout ce qu'on raconte et tout, et c'est incroyable comment ce type fait pour mettre en scène tout ça. Et donc, je me suis jeté sur la série ce week-end. Et effectivement, j'ai dit, ah non, c'est trop, 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 trop bien pour... il faut que je leur montre un petit truc de ça, parce que je trouve que ça illustre vraiment bien ce dont j'essaye de dire laborieusement. Il le montre d'une manière enfin, très simple. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Serge, pour ton... Tu m'entends? Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour Allez. ton exposé. Très dense. Alors, je Ouais, tu pense me que... connais. Hein? Tu me connais. Ouais. Alors là, tu vois, il faut qu'on soit... Il faut qu'on digère aussi tout ce que tu nous as transmis et qui permet d'articuler toutes ces dimensions, les dimensions anthropologiques jusqu'à la voie intérieure, l'agencement, la question du désir, les agencements sémiotiques. Non, enfin, moi, j'ai trouvé ça très passionnant. Je pense que ça pourrait valoir le coup que tu nous remettes un petit peu, peut-être, ton schéma. Parce que, euh, on pourrait dire, on est vite passé. Peut-être que ça pourrait aussi nous soutenir pour échanger Ok. ensemble sur sur ce que tu nous viens de nous. Parce qu'on voit pas très bien ce qui est écrit au milieu, hein. C'est marqué voix intérieure, non? C'est ça? Il y a voix intérieure et pulsion. Et pulsion. Ok. Tu peux essayer d'agrandir, Ah voilà, super. mais du coup, vous perdez peut-être les autres trucs.
Ouais, mais on comprend à gauche, c'est sujet de l'énonciation, c'est ça? Voilà. Genre de forme symbolique. Ouais, Moi, j'ai juste comme ça parce que, tu sais, on avait déjà parlé du travail de Marcus Gabriel sur qui est donc ce philosophe-là, sur le nouveau réalisme et tout ça. Et lui, il parle de champ de sens. oui. Alors, par rapport à à ton dessin, ce qu'on appellerait un champ de sens, ce serait euh, le champ de l'entour sémiotique ou le champ de forme symbolique ou les deux, selon toi, à partir de ce que tu connais, lui. Ouais. Alors, on est complètement raccord avec le champ de sens de Gabriel, hein. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, Euh, Moi, je le situerais plutôt dans l'entour, oui, dans la mesure où il y a quand même quelque chose que c'est le rapport entre le sujet percevant et le monde perçu qui fait champ de sens. Et j'aurais tendance à penser que c'est dans l'entour que ça se passe parce que dans l'entour, il n'y a pas d'entour sans sujet, il n'y a pas de sujet sans entour en fait. hmm, Et donc s'il y a un endroit où un champ de sens permet l'apparition de signification interprétée, etc., et de sens, ça ne pourrait être que là. ouais, Les formes symboliques étant des composantes des systèmes complexes qui sont les constituants de l'entour, en fait, par leur couplage, leur transformation, leur entrelac, etc. Euh, mais je pense qu'on a besoin de l'entour pour passer de la dimension des formes symboliques euh, au sens. Je crois qu'il nous faut cet espace où des champs de sens se construisent pour un sujet percevant. ouais. Bon, mais là, on est quand même sur une facture très phénoménologique, on est d'accord, hein. Je sais qu'il y a des phénoménologues dans la salle. On ne sait plus quoi dire. Donc, moi, je n'arriverai pas à dire quelque chose de sensé parce que je trouve assez complexe, hein, et difficile dans ces notions que tu as apportées. Je reste avec cette question. Je ne sais pas si la réponse à ma question va pouvoir peut-être clarifier deux, trois points de ton exposé, euh, qui me paraît de toute part structuré, bien structuré. Et puis, si on le lit comme il faut, on peut mieux entrer. Mais comme ça, j'ai un petit peu soufflé. Non, ma question, tu la connais déjà, je l'ai déjà formulée quelques fois, et surtout en écoutant Laseg, c'était de comprendre dans quelle mesure l'anthropologie sémiotique permet de dire qu'il y a 4 dimensions anthropologiques dans l'anthropopsychiatrie, et ces 4 dimensions, et pas d'autres. Laseg met toujours, comme tu sais, hein, attire l'attention de dire que le sens n'a pas une dimension surtout symbolique. C'est pour ça que c'est l'anthropologie sémiotique. Il dit pourquoi on a ajouté sémiotique à l'anthropologie qui s'intéresse déjà au sens. Il dit parce que le sens se donne dans les usages, les pratiques sociales, hein. Alors, à un moment donné, tu as dit cette phrase, je retiens pour poser ma question, hein, les formes symboliques, dans leur reconfiguration, euh, étant dans des champs de signification, découpent des dimensions anthropologiques. Mais pourquoi découpe ces 4 dimensions anthropologiques? Je me rappelle que Lasek disait dans la discussion qu'on avait eue, ah attention, Serge, tu tends des fois à naturaliser le pulsionnel. Alors bon, ensuite,
Il a dit pas tout à fait ça. Mais voilà, ça c'est ma question. 4 dimensions, c'est les noms qu'on leur a donnés. Est-ce que pourquoi ces 4 et comment ça émerge ces 4 dimensions et pourquoi pas d'autres? Ouais, je vais te faire une réponse qui va pas régler ton problème, mais qui règle le problème. C'est les catégories de manifestations psychopathologiques qui déterminent qu'il y a 4 dimensions et pas 5 et pas 3. C'est-à-dire, c'est à partir de la clinique que les catégories se font. Et ensuite, c'est une question de logique. Soit notre sujet souffrant a à voir avec le fait humain, soit la maladie est extérieure, c'est comme la varicelle ou je ne sais quoi. Mais si ça a à voir avec la condition existentielle, c'est donc que ça a à voir avec Homo sapiens et le fait anthropologique. Donc, si, et c'est pour ça que c'est l'exposé de ce soir, l'idée, c'était de dire, bon, ok, on a posé ça sur le papier à partir de la clinique psychopathologique, très bien, mais qu'est-ce que c'est ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ces dimensions? Et donc, à partir de Cassirer et des formes symboliques, et donc la question du sens, etc., il me semble que la question de dimension au sens de champ, etc., permet de saisir quelque chose de ce côté-là. Non pas de répondre à ta question, est-ce qu'on peut renverser le tableau et dire, bon, est-ce que l'anthropologie peut nous dire 4 dimensions, et puis après on déduira les manifestations psychopathologiques? On a fait l'inverse. Mais est-ce qu'effectivement, il y a malgré tout une cohérence à partir des enseignements de l'anthropologie sémiotique pour dire quelque chose qui soit cohérent avec ces catégories de manifestations? Et donc, voilà, je répondrai à cette question de cette manière-là, en disant que c'est les catégories de manifestations qui nous font inférer des dimensions anthropologiques. Et alors, pourquoi dimensions? Et c'est vrai que je me suis posé une question auquel je n'ai pas répondu dans l'exposé, mais de l'ontologie des dimensions. Et donc, où est-ce que ça se trouve, quoi, cette dimension anthropologique? Moi, je pense que ça se trouve dans le sujet, en fait. Elles ne sont pas à l'extérieur de lui, hein. Ce sont des dimensions existentielles et elles sont à l'intérieur de lui, ces dimensions. S'il y a une ontologie à chercher, je ne sais pas si on en a trouvé, mais à chercher, elle est dans le sujet, en fait, hein, donc de matière et d'esprit. Donc voilà, j'espère que maintenant, tu ne me poseras plus cette question. Ah oui. La réponse est là. J'en ai pas d'autre. C'est la clinique. Euh, Serge, Oui, si c'est OK à ce moment. Juste première question, tu pourrais remettre le graphe de tout à l'heure avec justement les éléments dont tu parles maintenant, là, qui avant celui-ci qui est maintenant montré. Je parle très mal. Le slide d'avant, où il y le avait tableau. la pathologie. Donc, pas celui-là, avec la pathologie, justement, c'était voilà. Donc, tu parles de ces 4 comme étant la base. Thymopathie, c'est de ça que tu parles? Oui. Voilà. Alors, donc, j'ai juste une question toute bête, c'est que le mot perversion a disparu de mon vocabulaire il y a à peu près 30 ans avec les avions pour aller aux États-Unis. Donc, la notion de perversion, pour moi, elle est totalement étrange. Donc, ça, c'est une chose par rapport aux 4 catégories. Disons, elles sont quand même artificielles. J'entends, elles sont juste données comme ça. Je veux dire, la catégorie névrotique, ben, on n'en parle plus beaucoup. Enfin, suivant où on est, hein. Donc, c'est intéressant de voir que ces 4-là pourraient poser problème si on est dans une autre planète, si je peux dire, à la limite. Mais ça va pas je signale simplement, je vais pas Oui, aller oui, plus. oui. Bah, si tu veux, quand on a commencé à bosser avec Nicolas, je me souviens, c'était à Lausanne, je lui ai dit, mais bon, Nicolas, toi qui es prof de psychopatho, dis-moi quelles sont les catégories de manifestations nécessaires et suffisantes pour faire le tour de la clinique. Voilà.
et qui permettent que n'importe quel modèle puisse finalement, d'une manière ou d'une autre, avec ses modes de classification propres, ses significations et ses modes d'interprétation, finalement, retrouver ses petits, grosso modo. Parce que tu ne vas pas me dire que il n'y a pas des enfin, peut-être dans le DSM, ils ont sorti la perversion, mais des mécanismes de transaction perverses dans les relations, Catherine, tu ne vas pas me dire que tu n'en vois pas. Bah justement, c'est des notions qui sont un peu... Enfin, si tu la définis comme exploitation de l'autre avec un plaisir à l'exploiter ou quelque chose dans ce goût-là. Ouais, j'irais même, enfin, plaisir pour moi, ça serait en surnom, ou pourquoi pas, on peut rajouter ça, mais je dirais simplement, d'un point de vue de l'anthropologie, un sujet manipule un objet, c'est la technique, mais cet objet, c'est un sujet. Simplement, il a vidé de sa subjectivité, de son intériorité, il a vidé de ses émotions, de ses intentions, de ses cognitions, etc. Et il le manipule en vue d'une satisfaction, qu'elle soit sexuelle ou de contrôle ou d'emprise ou de maltraitance ou que sais-je, qu'il y ait du plaisir ou pas après. Pour moi, on est quand même déjà dans des transactions perverses. Alors, si tu veux, bon, enfin, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la relation I-It de Buber, qui serait l'instrumentalisation de l'autre. Donc, c'est des relations d'instrumentalisation, Oui, peut-être. on est d'accord, c'est ça. D'accord, c'est vrai, bon, simplement, dans ce sens-là, ça passe tout à fait. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce qu'il faut simplement que je m'habitue, hein, puisque je suis là pour la première fois et donc j'ai beaucoup, beaucoup de choses à rattraper, que j'ai bien, bien arramé pour ça. Mais les histoires des dimensions, peut-être je partage quand même l'idée de dimension en thérapie contextuelle. Sur la question du nombre de dimensions, bah, elle était relative à l'idée pour Ivan que c'était les dimensions qui étaient opératives pour lui en thérapie, par exemple, par inclure la dimension spirituelle ou esthétique qui n'était pas opérante pour lui en thérapie. Donc ça, c'était des décisions donc, plus ou moins arbitraires de dire, OK, on en reste à 4, ensuite à 5, mais avec la possibilité qu'il y en ait d'autres qui n'étaient pas le sujet de l'observation, si on peut dire. Et puis alors, une histoire par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que ces dimensions sont dans la personne. Quand j'essaie d'expliquer comment je vois ces dimensions, parfois je fais ce graphe avec l'axe des X, des Y, des Z, avec un point dans l'espace, où en fait le point contraindrait ces dimensions parce que on peut lui donner une position sur l'axe des X, on peut lui donner une position sur l'axe Y, on peut lui donner une position sur l'axe... voilà. Donc en fait, c'est par référence à ces différents axes que ces dimensions existent, mais le point lui-même, il les contient tous. Est-ce que ça correspond un tout petit peu? Ouais. En tout cas, les quatre dimensions sont elles-mêmes contenues dans chacune, en fait, hein. Et les formes symboliques dont je parlais tout à l'heure, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la forme symbolique enfin, voilà, de la technique ou de l'esthétique, etc. Il y a toutes les formes symboliques concourent dans des interactions différentes, dans des proportions et des intensités différentes à la production de significations et de cadres d'interprétation des significations. Euh, et chez Scott, si je parle sous le contrôle des spécialistes, chez Scott, il y a aussi la notion de circuit qui fait que chaque vecteur contient les autres aussi, enfin, et tout ça est combiné en fait, hein. C'est pas justement, c'est pas les unes à côté des autres, c'est ensemble, hein, ça fait structure. Juste par rapport à ça, c'est toute l'erreur qui était faite en thérapie contextuelle de personnes qui voient les dimensions comme des niveaux, comme comment s'appelle ça, des rayons de bibliothèque superposés les uns aux autres, alors que c'est pas du tout ça, puisqu'elles sont en fait, c'est une manière d'observer le sujet dans ses différentes dimensions. Oui, oui. Proche. Voilà. Je pense qu'il y a des points de complètement affins avec la thérapie contextuelle, enfin avec les dimensions de la thérapie contextuelle. Là, elles sont pas du tout, elles sont pas abordées avec les mêmes outils en fait, avec les mêmes. Mais c'est à mon avis raccord avec on peut recroiser des grandes portions des dimensions de la thérapie contextuelle à travers les dimensions anthropologiques qu'on postule.
Là, je voulais même pas aller du tout dans cette direction. Je voulais simplement aller dans l'histoire de comment concevoir la notion de dimension quand tu parlais, ou la notion de dimension en thérapie contextuelle. Je ne veux pas du tout aller dans toute la suite, les échanges qu'on a à part ça sur le sujet disons, des échanges entre la thérapie contextuelle et puis l'anthropologie clinique. Mais simplement, je voulais juste intervenir sur la question de comment on conçoit la dimension dans ce modèle par rapport à l'autre possibilité de la concevoir. Par rapport maintenant aux 4 catégories, c'est vrai que ben moi, je vis depuis trop longtemps, probablement dans la DSM que j'enseigne. Donc, j'ai enseigné la nosologie pendant 10 ans, mais qui est un monde totalement différent maintenant du monde qui est présenté là, qui est le monde, disons, j'allais dire, plus normal, en fait, au sens de la psychopathologie, incluant la question névrotique, par exemple, qui a été totalement enlevée de la DSM. C'est pour ça qu'il faut que je me réhabitue, voilà. Il faut que je me réhabitue. Mais alors c'est là que la sémiotique est intéressante. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre les propriétés ou les caractéristiques des catégories, des classifications, pardon, du DSM et faire ce que tu dis de façon vectorielle, c'est-à-dire tracer des jonctions entre des X et des Z dans un schéma et dans l'autre, hein. Je crois que ça serait pas très compliqué à faire, en fait. Non, je vais m'arrêter là parce que, encore une fois, je suis la novice de service et il faut laisser la place aux spécialistes. Oui, Jacques. Oui, moi je pense qu'il faut peut-être rappeler ici à propos des 4 dimensions, ou des 4 manifestations psychopathologiques, comment effectivement Zondi, effectivement, à son époque, a utilisé effectivement ce qu'il voyait dans sa clinique pour créer ces 4 dimensions. Mais l'important chez Zondi, et repris bien sûr par Scott, c'est que nous nous inscrivons tous, notre structure de personnalité s'inscrive pour chacun d'entre nous dans ces 4 dimensions, avec des plus ou moins, avec un avant-plan et un arrière-plan. Autrement dit, Zondi a quand même été très, très élaboratif, je dirais. Là, c'est élaboré, sa conception, effectivement, des 4 vecteurs et de la manière dont on s'y inscrit. Et moi, ce qui m'a fort touché, c'est que, Serge, tu remontres alors comment aussi, pour Guattari, on s'inscrit dans les agencements collectifs d'énonciation, qu'on le veuille ou non, et que nos façons, comme dirais-je, habituelles de sérier, de spécialiser, etc., Guattari, Félix nous dit, ben non, qu'on le veuille ou non, dans le travail thérapeutique, les, les agencements collectifs d'énonciation se jouent, qu'ils soient économiques, culturels, qu'ils soient politiques, qu'ils soient effectivement. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié l'articulation que tu fais entre Zondi, repris par Scott, et effectivement Félix. Alors, la voix intérieure, je ne connaissais pas, j'avoue. Rosenthal, je ne voyais pas trop de qui il s'agit. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié. Mais je crois qu'il faut surtout rappeler que les 4 catégories, elles datent du temps de Zondi. Aujourd'hui, on les nommerait, de fait, à mon avis, différemment. Ouais. Bah, je serais curieux de savoir comment on les nommerait parce que il y a quand même une intuition assez. C'est-à-dire que dans le langage courant, ordinaire, dans le Oui, il vaut mieux pas utiliser les mots perversion, etc., et plus utiliser des mots concrets sur la manière dont Zondi avait vu les 8 facteurs. Ouais. Oui, je comprends le côté qui pourrait être stigmatisant, etc. Oui, parce que pour l'épilepsie, on n'en parle plus comme maladie mentale. Bon, effectivement, l'aspect, comment dirais-je, les sadiques et masochistes, Ouais, des catégories qui ne sont plus tout à fait. Mais Scott a déjà beaucoup, comment dirais-je,
redit les choses autrement avec l'insistance que nous nous inscrivons, que nous le voulions ou non, dans ces 8 facteurs, avec des proportions très différentes, et surtout pour moi avec ce qu'il a appelé, ce que Zondi avait appelé l'avant-plan et l'arrière-plan. Mm. Et ta première remarque sur agencement collectif et Guattari, une de mes interrogations à l'époque où Moniel Caïm venait à Toulouse pour les formations, etc. Donc il était à l'époque, il parlait d'assemblage, de résonance, etc. Et j'avais compris qu'il s'appuyait sur les agencements collectifs d'énonciation. Tout à fait. Bon, la notion de résonance, comme on y développe progressivement, elle a vraiment germé dans les rencontres que nous avions avec Robert Castel, avec Félix Guattari, avec Basaglia, à la Gerbe à Bruxelles. Pendant des années, on a passé des week-ends de partage extrêmement riches et c'est quand même creuser là que à un moment donné, Félix a beaucoup insisté et on partageait tous l'idée de Félix qu'on ne pouvait pas dissocier dans un travail thérapeutique uniquement ce qui était psychique et d'exclure le politique, l'économique, le culturel, etc. Mais tu vois, le problème qu'il y a, c'est que si on n'a pas la sémiotique, on ne peut pas mettre sur le même plan d'immanence une, comment dirais-je, un objet politique, un objet intrapsychique, un fantasme, une architecture, une réalité technique, technologique, etc. Le seul qui peut assembler tout ça, l'assemblage de Moni, ne peut s'assembler que dans un monde, dans une ontologie sémiotique. Ça, je partage, et ça, c'est l'aspect neuf et intéressant des derniers développements que tu fais avec Nicolas ou avec d'autres. Mais c'est vrai que si je reviens dans les années 70, où on a longuement débattu de tout ça, l'important, c'était, comme Zondi, c'était quand même de dire que il n'était pas possible, effectivement, dans un travail clinique, d'opérer des distinctions radicales et de laisser de côté tout un pan de réalités complexes, comme les systèmes complexes, comme tu les as appelés. Je ne sais pas ce que d'autres en pensent, mais si je me ramène à tout ce qui s'est fait à l'époque avec Félix, c'était autour de ça, avec énormément d'articles d'ailleurs, qui va donner lieu progressivement à l'idée de résonance. J'aurais envie d'en dire, c'est que quand on parle de perversion, par exemple, on dit quelque chose du vecteur S, mais on dit aussi quelque chose de l'époque de Zondi. Il y a quelque chose qui se noue entre les différents niveaux. Donc il y a une dimension collective qui est que, donc, par exemple, à l'époque de Zondi, on considérait l'homosexualité comme une perversion, alors qu'aujourd'hui, c'est inaudible. Et on ne peut comprendre les catégories zondiennes que si on replace le vocabulaire même utilisé par Zondi dans son contexte culturel. Et le problème étant que si on trouve des mots qui seraient plus actuels, on va rencontrer le même problème, sauf que avec un vocabulaire actuel, on va s'aveugler sur une illusion d'universalité, parce que le vocabulaire actuel dit quelque chose de notre culture actuelle à laquelle nous adhérons, parce que nous sommes traversés par les mythes de notre époque. Et donc l'avantage d'utiliser le vocabulaire de Zondi, c'est que ce n'est plus notre époque, justement. Et donc nous n'avons plus, par rapport aux mythes qui traversaient le discours zondien,
l'ingénuité que nous avons par rapport aux mythes qui traversent notre époque. Et donc, quelque part, le fait d'utiliser les mots de Zondi plutôt que des mots actuels, c'est une possibilité justement de nouer les dimensions, enfin, moi je le dis encore autrement que Serge, individuelles, interpersonnelles, bon, pas les collectifs. Il y a, donc au niveau des dimensions groupales, il y a par exemple nos appartenances théoriques, les écoles dont nous nous réclamons, mais au niveau collectif, il y a le fait que nous sommes des Occidentaux du XXIe siècle, traversés par les mythes de l'Occident du XXIe siècle, qui ne sont pas les mythes qui traversaient Freud ou Zondi. Je sais pas ce que tu en penses, Serge. Complètement, hein, complètement. Je serais sur une position intermédiaire entre essayer quand même de trouver le vocabulaire le plus approprié pour rendre compte de catégories les plus universelles possibles, en éliminant les dimensions trop datées, mais pas forcément pour les remplacer par des nouvelles qui seraient up-to-date, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, thymopathie, enfin humeur, perversion, névrose, psychose, pour l'instant, j'ai pas de problème avec ça. Les vecteurs, les facteurs pulsionnels chez Zondi, j'ai plus de mal, effectivement, avec la terminologie, qui est un peu datée quand même, qui est datée, comme tu l'as très bien expliqué. Et donc d'essayer de trouver un compromis entre les deux, quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai que pour moi, d'ailleurs, je pensais que ça ferait pas de problème, moi, humeur, perversion, névrose, psychose, que ça marchait encore bien. Alors, comme ça marchait pas pour moi au départ, mais je crois que le commentaire de Jean-Paul Mess est vraiment utile pour justement se dire, est-ce qu'on fait plus de dégâts en essayant d'adapter avec des technologies actuelles et en somme, à ce moment-là, en prenant aussi le risque que ce soit daté d'ici peu, ou bien à ce moment-là d'accepter on va dire, historicisation de ces concepts, mais en gardant la cohérence. Donc, merci beaucoup pour cette discussion. Mais C'est moi qui effectivement, dès que tu parles de l'anthropologie sémiotique, comment dirais-je, avec les quatre termes esthétique, technique, etc., sont tout à fait, à mon avis, collent bien à ce que Zondi avait eu comme catégorie et se mettent à un niveau, au niveau du vocabulaire, tout à fait acceptable. Oui, là-dessus, on a suivi quand même Scott avec Nicolas. On a quand même C'est suivi. pour ça que je disais que Scott avait quand même évolué un peu dans ce sens-là, quoi. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de discussions, c'est-à-dire le fait de relire Gagne-Pain, le fait de relire les posts scottiens aussi et tout ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Bon, c'est toujours délicat. Et donc, pas exagérément insister sur ce qu'a écrit Michel, mais si on veut saisir ce que Scott nous apporte comme regard anthropologique sans des psychopathologisations excessives et réductrices, quand on lit l'article de Michel, donc je répète, vous pouvez le demander je vais donner la référence exacte à Serge, il vous la fournira, donc dans Existence incarnée et vulnérabilité créatrice, il y a une description de ces quatre vecteurs où vraiment on est dans des dimensions anthropologiques. Et voilà, on sent l'homme vibrer. Et le côté perversion qui peut être interprété de manière un petit peu négative, rétrécissante et stigmatisante, ne sont pas du tout présentes. Et ça vaut la peine pour moi de se mettre un petit peu à jour, de relire cet article. Moi, je me permets de dire un petit mot par rapport à la perversion. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est à la fois très à la mode sous le nom de pervers narcissique et puis à la fois plus du tout à la mode. Mais sur le plan clinique, ça reste quand même une réalité tellement prégnante. Enfin, que dans la souffrance au travail, dans la souffrance sociale des migrants, tout ce que, toute la part de souffrance où les gens ont été traités comme des choses, elle est tellement importante en clinique qu'on ne peut pas s'en passer, je pense. Je suis entièrement d'accord avec ça.
Alors, encore une fois, juste pour revenir, la question de la clinique, alors elle est totalement évidente. La question du terme utilisé, exploitation, plutôt que... voilà, disons qu'il y a tout... Pour moi, ça reste encore un pas à repenser, cette notion de perversion, mais la question des injustices, par exemple, et de la conséquence des injustices, l'exploitation et tout ça est totalement seulement dans la clinique. Ça, c'est absolument évident. Absolument Ouais, évident. moi j'ai l'impression que c'est à penser en termes de... Quand on parlait de dimension, moi ce qui me semble important, c'est peut-être moins la dimension individuelle que la dimension du rapport aux entours, la façon dont le soi se rapporte aux entours et la perversion. Moi, je parlerais de fonctionnement pervers, c'est pas dans l'individu, c'est des C'est ça, façons, oui, oui, on est d'accord. comme vous le disiez, hein, enfin, c'est dans l'échange, dans la façon de se rapporter aux entours. Enfin, c'est quand même des fonctionnements qui sont bien fréquents, bien, et c'est pas des pathologies, enfin, c'est pas avant tout des pathologies individuelles, c'est des façons de commercer les uns avec les autres qui sont, comme vous le disiez, moi je trouvais le terme, ça pourrait remplacer pervers, hein, utiliser l'autre à une fin particulière. Hein, La pourrait chose, être- même, même quand on dit la phrase est-ce que tu as vu chose, parce qu'on n'arrive pas à lui donner un nom, parce que c'est quelqu'un qui est juste à une fonction pour nous, est-ce a rencontré machin. Tout ça, c'est des éléments, je n'appellerais pas de perversité, mais de chosification, d'exploitation, d'injustice relationnelle dans ce sens-là. Voilà, c'est par rapport à ça que le saut à pervers plutôt que qu'est-ce qui serait un meilleur mot à ce moment-là? C'est aussi une question à répondre. Bon. Mais sur la notion, surtout la notion de cette instrumentalisation de l'autre. Voilà. Mais la notion de perversion narcissique est tout aussi historiquement située que la notion de perversion telle que la concevait Zondi. Et on peut aller chercher ailleurs. Si on prend la perversion, non pas du côté de la psychopathologie, mais du côté de la pulsion qu'elle illustre, c'est-à-dire la pulsion sexuelle, Freud parlait de la pulsion sexuelle comme une pulsion sans objet. L'objet existant, en fait. Il faut constituer l'autre comme objet pour pouvoir commencer à l'imaginer comme sujet. Donc une pulsion sans objet, c'est une pulsion qui est par définition chosifiante. Il est question d'utiliser l'autre pour satisfaire une pulsion. Mais c'est comme ça que l'autre commence à exister. Et puis, si on fait le circuit zonien, y compris sous l'angle scotien, l'autre existe de plus en plus et finit par exister comme sujet, mais ça, c'est tout un trajet. Et tout un trajet qui est éternellement recommencé, qui n'est jamais fini. Euh, mais de nouveau, c'est un autre angle. Moi, que je retiens surtout de la conférence de Serge aujourd'hui, c'est que un système complexe ne peut pas se réduire à ces différentes occurrences factorielles. Et donc l'idée que enfin, les quatre catégories proposées par Scott, c'est des occurrences factorielles en ce qui me concerne. Ouais. Qui ne dit rien du système zondien dans sa complexité, mais par lequel il faut passer pour, à un moment donné, dire quelque chose de ce système. Là, on peut choisir d'autres mots, mais ça ne va rien changer au fait que ces mots seront tout aussi incomplets, si j'ose dire, que la terminologie de Johnny ou celle de Scott ou celle de Serge Scott ou celle de Jean-Claude Masse. Alors que à la limite que toute terminologie est limitante, c'est ça la question finalement. Elle est limitante si on si on s'en tient à la réduction qu'elle
pour pouvoir parler de n'importe quoi, il faut réduire les phénomènes, mais c'est ça l'idée de la complexité, c'est qu'il faut à un moment donné passer cette réduction qui est nécessaire, renouer ce qu'on avait dénoué pour arriver à en parler. D'accord. Distinguer mais pas disjoindre. Tout à fait. Mais c'est ça aussi l'idée de la sémiotique, hein, c'est l'idée fondatrice de la sémiotique française, en tout cas, c'est de dire, ben, pour dire quoi que ce soit de quoi que ce soit, il faut faire des différences. Serge, dans un de ses premiers articles, cite Bateson qui dit l'information est une différence qui fait la différence. Donc il faut différencier les choses, parce que sinon on ne sait rien en dire. Mais cela dit, dès le moment où on différencie les choses, on les réduit. On les dépouille d'une partie de leur complexité. Et donc on est sans cesse dans cette tension entre le fait que pour parler de quoi que ce soit, il faut réduire les phénomènes, mais qu'on ne peut pas se contenter de ça parce que sinon on passe à côté de la complexité du réel. On est condamné à pousser notre rocher. Oui, j'espère qu'on est quand même un peu moins malheureux qu'ici. Ouais, c'est ça, il faut nous imaginer heureux de pousser notre rocher entre réductionnisme et complexité. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, commentaires? J'aurais envie de te demander, Serge, tu es un sujet qui a manipulé un objet. Dans quel but? Bon, plein de buts, hein. Plein de buts. J'ai ce truc un peu psychotique de vouloir articuler des trucs et des machins, des concepts, faire des dessins. Et puis après, je me dis, ah, t'as fait un dessin, mais maintenant il faut expliquer. Voilà. Et puis on a cette histoire d'anthropologie clinique, hein, qui a commencé bien avant moi, mais qui m'anime, qui me passionne, quoi. Voilà. Et donc, je satisfais à la fois ma pulsion de connaître et de savoir et d'articuler des concepts, et puis j'espère une petite utilité sociale en faisant progresser un petit peu la réflexion de nos affaires, quoi. Je sais pas Et si une réponse qui conjoint la sémiotique et le concept de pulsion, hein, puisque la pulsion, c'est une poussée avec un but et un objet par lequel on peut obtenir satisfaction. je pense que tout à l'heure, je serai content, ouais. Ouais. Une fois qu'on aura terminé tout ça, je pourrai profiter de ma satisfaction du travail. D'autres remarques ou commentaires? En tout cas, je suis ravi il y avait autant de monde ce soir. C'est plein de nouvelles têtes et tout, c'est trop bien, hein. Merci de votre patience avec moi, la nouvelle. Et puis, avec grand plaisir de rencontrer des gens maintenant en vidéo qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu. Et puis, de saluer tout le monde depuis les États-Unis. Ouais, j'espère que j'aurai pas découragé les nouveaux qui sont venus ce soir. Ils n'auront pas été trop rebutés par la forme de l'exposé. Et qu'il y aura des petites choses comme ça qui feront des petites graines pour penser. Et puis, si vous avez du temps à perdre, regardez Bref 2, c'est plein d'enseignements sur l'anthropologie sémiotique et l'anthropologie clinique. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je rejoins juste Nicolas dans le sens aussi de la complexité de ce que tu as présenté aujourd'hui. Et que, donc, il faudra qu'on digère aussi un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça allait vite.
et qu'il y avait beaucoup. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour cette présentation. Bah, peut-être je vais reprendre les notes et puis en faire un petit texte qui sera mis sur le site. Prochaine fois, tu mets en ordre, on enclenche l'intelligence artificielle et il te ressort toute ta conférence de Zoom totalement imprimée. C'est ce qui s'est passé avec un truc que j'ai fait l'autre jour. C'est impressionnant. Absolument. Donc, Mais c'est trop tard, là? bah non, maintenant que tu as parlé, il faudrait, je ne sais pas si on peut repasser dans l'après-coup. Ça, il faudra demander à des techniciens si on peut représenter un enregistrement pour l'AI. Mais je veux dire que c'était extraordinairement impressionnant pour moi. C'était sur des échanges qu'on avait pour une préparation de conférence. Il ne manquait pratiquement rien. Voilà. Donc, Ben, j'ai pas pensé. à voir pour la suite. Heureusement. Peut-être. Et puis, juste une remarque aussi pour Jacques. Est-ce que tu penses à écrire un petit peu tout ce que tu as vécu de ces échanges quand tu parlais de cette période avec Moni en Belgique, des rencontres comme ça? Une sorte De résonance, j'ai écrit un très long article dans les cahiers critiques, juste après son décès, qui reprenait un tout petit peu l'histoire ou l'émergence de ces concepts avec toutes ces, oui, toutes ces réunions où on a énormément partagé avec Félix Castel, etc. Bon, voilà, Alors, je crois Isabelle que Stengert, c'est vrai qu'on s'est les années 70, début 80 ont été extrêmement fertiles de ce côté-là. je vais me référer à ça parce que je crois que je l'ai, il faudra que je le reprenne. Et bon, Mouni a pas mal réécrit dans Chimère, une série d'articles qui reprenaient pas mal de ce qui s'est... de la manière dont avec Félix s'est développée toute cette idée d'agencement collectif, d'énonciation. Maintenant, c'est vrai que dans les années 60, j'ai été l'élève de Scott pendant 4 ans. Bon. Bah, tu vois, ça continue encore à animer Mais les jeunes générations. Enfin, moi, je ne me mets pas dans les jeunes générations, mais ça continue quand même à inspirer. Donc, on n'a pas de prochaine date pour le séminaire pour l'instant. On est en pourparlers avec plusieurs conférenciers, conférencières. L'idée, ça serait de faire quelques conférences avant juin et puis de reprendre après. Je ne sais pas. Plusieurs personnes sont en lice, mais personne n'a proposé de date encore. On va relancer ça. Oui, je me permets parce que Michel est là, mais et je te l'ai pas dit, Serge, mais on s'est dit sûrement en septembre avec Michel. Et, Vous voulez bien, voilà. Oui, volontiers en septembre, oui. ben, si vous pouvez proposer une date comme ça, avec un argumentaire, etc., on l'annoncera. Et puis, enfin, non, c'est pas à la On va minute, voir mais ça ensemble, ouais. et puis Victor et Jean, je ne sais pas, je vais les relancer encore. Ce serait bien qu'on ait un exposé sur la voie intérieure un peu détaillé, et puis un autre exposé sur Cassirer et les formes symboliques, ce serait bien aussi. Ouais. Carrément. Ok, bah écoutez, merci beaucoup de votre présence, patience et attention. Et puis au plaisir de vous retrouver bientôt. Un grand merci. Bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bientôt.